Bienvenue à tous. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-moi vous raconter. Le Bigfoot de Polar Bear Park. Je suis un habitué des territoires sauvages et j'aime beaucoup le sentiment de dépaysement que ces lieux procurent. L'histoire qui suit nous a bouleversés, moi et ma conjointe, et je ne vois plus les choses de la même manière aujourd'hui. J'ai dû changer tous les noms, et même les dates ne sont pas tout à fait exactes pour être certain de préserver l'anonymat. On nous a fait signer des documents officiels pour garder le tout confidentiel. Tant pis. C'était vers la fin de l'été, au début des années 2010. Ma femme Cathy et moi, je m'appelle Eric, on a décidé de s'organiser un voyage de camping de 12 jours au Polar Bear Provincial Park, au nord de l'Ontario. On a laissé nos 2 enfants de 6 et 8 ans chez la mère de Cathy. Le parc est bordé de la baie James à l'est et de la baie d'Hudson au nord. L'endroit n'est pas accessible par la route, seulement par les airs ou par bateau, et il faut un permis pour y accéder, camper et pêcher. En fait, le parc ne propose pas d'encadrement pour ces activités, et il faut donc s'organiser avec des guides autochtones locaux et respecter les zones de préservation des milieux naturels. Je tiens à vous avertir, il nous a fallu beaucoup de préparation, de planification, de recherche, de contact. Il faut être extrêmement prévoyant car la faune peut y être hostile et la météo souvent peu clémente. Par exemple, il est recommandé d'emporter l'équivalent d'1 semaine de nourriture supplémentaire au cas où l'avion ne puisse pas revenir vous chercher à cause des conditions climatiques. Il est aussi recommandé d'emporter le nécessaire pour être paré à toute éventualité, comme des rencontres animales, des loups, des ours, des nuées de mouches noires, de la neige et des vents violents, etc. Jamais je n'aurais cru que toute éventualité incluait ce que nous avons vécu. J'ai la chance que mon beau-frère Mathieu soit pilote et possède son propre Cessna 172 Skyhawk, un avion monoplan léger. Nous sommes donc partis de Québec avec un arrêt à Timmins, Ontario, pour ravitailler l'avion en carburant avant de se rendre au petit aéroport de Pewanuck, une communauté crie située au nord-ouest du parc provincial, près de la confluence des rivières Winisk et Shamattawa. Là, un guide autochtone nous accompagnerait à bord d'un canot robuste avec un moteur à essence. Il nous conduirait jusqu'au site où nous camperions pendant 11 nuits avant de revenir nous chercher. Pour s'y rendre, on remonterait la rivière Winisk sur environ 40 km avant d'atteindre la baie d'Hudson où nous longerions la berge pour une 60aine de kilomètres supplémentaires jusqu'à un secteur où le camping sauvage était permis, sous plusieurs conditions très strictes. Cathy gardait son front collé à la vitre sur sa droite, émerveillée par le paysage. Depuis le cockpit du petit avion, on était à même de constater à quel point ce territoire était vaste. Il n'y a ni route, ni village, que de la forêt boréale, des lacs, des rivières, des marécages, des prairies, et au-delà, la baie d'Hudson à perte de vue. Nous étions très excités par l'aventure qui nous attendait en ces terres sauvages. Nous avons atterri au petit aéroport de Pewanuck autour de 9 h du matin. Notre guide, un dénommé Hunter, nous y attendait tout sourire. Avec mon beau-frère et Cathy, il nous a aidés à charger bagages et provisions dans son pick-up avant de nous emmener près de la rivière. Il faisait exceptionnellement chaud et le thermomètre affichait déjà 18 degrés Celsius. On prévoyait 23 pour l'après-midi. L'air pur sentait le sapinage et la terre, et j'en prenais de grandes inspirations, heureux d'enfin réaliser ce voyage qu'on avait planifié pendant des mois. Il était environ 10 heures quand nous sommes montés à bord du canot après avoir englouti des sous-marins sur le pouce. Il n'y avait pas de temps à perdre car le transport en embarcation durerait environ 7 heures. On ne voulait absolument pas arriver à la noirceur. Avec notre guide, en anglais, nous discutions du trajet sur l'eau, des bonnes zones de pêche aux dorés jaunes et aux brochets. Il était sympathique et de toute évidence, il connaissait le secteur comme le fond de sa poche. On était un peu à l'étroit avec toutes nos affaires dans le canot, mais on s'en fichait. On a fait quelques arrêts pour pêcher. J'ai sorti 3 magnifiques dorés jaunes qu'on a conservés pour le souper et Cathy a attrapé le plus gros brochet que j'ai vu de ma vie. Après une photo souvenir, on l'a remis à l'eau. Vers 14 heures, nous sommes arrivés au bureau d'enregistrement du parc, plus haut sur la Winisk. L'enregistrement ne prit que quelques instants. La plupart des détails administratifs avaient déjà été réglés au préalable. Puis on est reparti vers l'embouchure de la rivière sur la baie d'Hudson. Quel spectacle! La mer était calme et nous longions la côte doucement. La faune était riche. Des dizaines d'espèces d'oiseaux volaient près de la berge. On a même vu une baleine boréale qui est passée tout près de l'embarcation, comme pour nous saluer. Nous sommes arrivés vers 17 heures au site. Une grande plage bordée de toundra, de centaines de petits étangs et de ruisseaux. Hunter passerait la soirée et la nuit avec nous et repartirait le lendemain matin pour ne pas voyager de nuit.
Nous avons donc débarqué notre matériel et installé nos tentes avant d'allumer un feu pour préparer le souper. Tout le long du repas et de la soirée près du feu, Hunter lançait des regards vers l'intérieur des terres. L'endroit est fréquenté par des ours polaires, d'où le nom du parc. Et bien qu'en septembre leur présence soit plus rare, elle n'est pas impossible. Je me rappelle m'être dit que c'était probablement ce qui le tracassait, et j'ai pris bonne note de rester aux aguets en tout temps pour éviter une rencontre infortuite avec ces prédateurs redoutables. Épuisés par le voyage et la journée au grand air, nous nous sommes couchés tôt. Le lendemain matin, Hunter était debout quand nous nous sommes réveillés et sa tente était déjà rangée dans le canot. Il avait préparé du café. Il nous tendit 2 tasses en nous mentionnant qu'il quittait à l'instant. Il nous rappela qu'il reviendrait tous les 3 jours pour s'assurer que tout allait bien et qu'il nous emporterait de la glace pour nos glacières, ce qui nous convenait parfaitement. Il embarqua dans le canot, puis juste avant de partir, il ajouta quelque chose que je n'oublierai jamais. « Be careful, lots of creatures out there, and I'm not talking about bears or wolves. » Il avait lancé ça avec un air grave dans un souffle. Le regard de Cathy a croisé le mien. « Will do, thank you, sir. » Je lui avais dit, souriant, en levant la main pour le saluer. Lui ne souriait pas, ses yeux rivés sur la plaine derrière nous. Tandis qu'on l'observait s'éloigner doucement du rivage, je lui fis un dernier signe de la main en criant « See you soon !» On en avait discuté rapidement avec Cathy. Que pouvait-il bien vouloir dire? Se promettant de rester vigilant, on avait oublié ces mots, enivrés par l'aventure que nous vivions. Les 3 jours suivants, il avait fait beau et relativement chaud, la température variant entre 15 et 20 degrés Celsius. Entre randonnée, pêche, observation de la faune locale et bons repas, nous avions beaucoup de plaisir. On se lavait avec du savon biodégradable dans l'eau d'un petit ruisseau tout près de la tente. On se sentait vivant et en tant que couple, on ne s'était jamais senti aussi près l'un de l'autre. Hunter était revenu le 3e jour, comme promis. Il avait dû partir très tôt à l'aube car il était arrivé autour de midi. Il nous avait tendu un téléphone satellite. Un membre de sa famille avait des ennuis de santé et il devait s'absenter pour 4 jours. Il nous avait donc laissé des instructions en cas d'urgence. Avec la glace qu'il nous avait apportée, nos glacières resteraient bien froides pour au moins 4 jours, donc on n'y voyait pas de souci. Il repartit aussitôt, mais juste avant, il me prit à part pour me parler discrètement. En anglais, il me dit qu'il y avait eu des événements étranges récemment dans la région. Des événements étranges? Comme quoi, lui avais-je demandé. Son regard s'assombrit. Crazy stuff, man. I told you there's something lurking in this area. Some people in the reservation say they have been followed by Bigfoot. Des gens de la communauté prétendaient qu'ils avaient été suivis par Bigfoot. Tu me fais une blague, pas vrai? Lui avais-je dit, mon regard planté dans le sien. No, Eric, this is no joke. En français, il avait ajouté. Soyez prudence, okay? Oh, et regardez le ciel ce soir. Aurore boréale. Il avait levé les mains pour illustrer le spectacle de lumière colorée qui s'annonçait. Puis il s'en était allé, me laissant perplexe. En planifiant le voyage, j'étais tombé par hasard sur l'article d'un journal local qui mentionnait que des traces de pas immenses avaient été découvertes en 2001, tout près de Pewanak. La distance entre les traces suggérait des enjambées de plus de 2 mètres. Il était aussi question de chasseurs locaux qui affirmaient avoir vu la créature dans les années 80. Comme je vous l'ai mentionné au début, je me trouve souvent en territoire sauvage et du haut de mes 40 ans, je n'ai jamais eu de rencontre paranormale en forêt. Ne me méprenez pas, des frayeurs j'en ai vécu, mais elles étaient causées soit par des animaux sauvages ou des humains mal intentionnés. Je vous garde ça pour une autre histoire, mais ces oui-dire de Bigfoot qui remontaient à près de 30 ans ne m'effrayaient pas du tout. Néanmoins, ma curiosité était piquée. Je me suis demandé si je devais en parler à Cathy, mais je ne l'ai pas fait sur le coup. Elle était plus sensible que moi et je ne voulais pas qu'elle devienne craintive et que ça gâche notre voyage qui, jusqu'ici, était parfait. Le téléphone satellite toujours en main, je suis retourné vers elle. L'après-midi s'étirait et on avait décidé de rester près de la tente pour relaxer. Puis vint l'heure du souper, après quoi nous avons pris quelques bières autour du feu, impatients que débute le spectacle des aurores boréales promis par Hunter. Et quel spectacle ce fut! De grands rideaux verts, jaunes et roses dansaient dans le ciel. Par moments, ce serait presque cru en plein jour tant il faisait clair. Vers 1 heure du matin, on est allé se blottir l'un contre l'autre dans la tente, épuisés. À peine 1 heure plus tard, un son nous réveilla tous les deux. Un hurlement animal comme je n'en avais jamais entendu auparavant. Je gardais dans la tente mon Remington 700, chambré au 300 Winchester Magnum, que j'avais emporté pour fin de protection. Je posai la main dessus quand Cathy se tourna vers moi. « T'as entendu ça? » fit-elle. Oui, c'est peut-être un ours.
Est-ce qu'on a bien rangé toute la nourriture? Oui, elle est plus loin. Tout est hermétique et bien fermé, me répondit-elle, les yeux écarquillés par la peur. Un nouveau hurlement, plus près cette fois. C'était difficile d'estimer la distance de la bête qui avait poussé ce cri, mais j'aurais dit une centaine de mètres environ. Et l'odeur, elle était indescriptible, comme un chien mouillé qui aurait pris un bain dans du jus de poubelle. C'était écœurant. Je me redressai dans la tente, empoignant ma carabine. Je me sentais tout à coup claustrophobe, prisonnier de notre petite tente et complètement impuissant. Doucement, je descendis la fermeture éclair pour entrouvrir la porte et jeter un œil dehors. Le ciel était désormais voilé et il faisait si sombre que je ne voyais rien du tout. Le feu s'était éteint depuis peu. L'odeur était encore plus puissante dehors. Le sol trembla, comme si un camion lourd venait de passer à proximité. Quelque chose vint ensuite heurter la paroi de la tente, et au son j'en déduis que c'était une pierre. Quelque chose dans l'ombre nous avait lancé une pierre. Cathy a poussé un petit cri, et je lui ai aussitôt fait signe de rester silencieuse. Chut! Plissant les yeux pour essayer de voir dans l'obscurité, je crus distinguer une forme sombre et massive qui devait mesurer près de 8 pieds, à une dizaine de mètres de moi. Je n'osais pas allumer la lampe de poche. Évidemment, je repensais immédiatement aux paroles de Hunter. And I'm not talking about bears or wolves. Non, ce n'était ni un loup ni un ours qui se tenait là. Quoi qu'il en soit, je n'allais pas laisser cette chose nous terroriser. J'ai ouvert la porte plus grande, murmurant à Cathy de se boucher les oreilles. Doucement, j'ai enlevé le cran de sûreté et j'ai tiré un coup dans les airs. Tout de suite, la créature a bondi vers l'arrière, faisant de nouveau vibrer le sol. Cette chose devait peser une tonne. Ça a lâché un nouveau hurlement, si puissant que j'en ai eu mal au tympan. Mes cheveux se sont dressés sur ma nuque, puis j'ai entendu les pas lourds s'éloigner en vitesse. Je me suis retourné vers Cathy. « Ça va? Tu n'as rien? » « Non, ça va. Tu as vu quelque chose? » Je lui ai alors raconté ce que m'avait dit Hunter et ce que je venais de voir. « Quoi? Tu penses que c'était un Bigfoot? » dit-elle perplexe. « J'en sais rien, mais je sais que les ours, ça ne lance pas de pierre. »« Qu'est-ce qu'on fait? » demanda-t-elle. « Pour le moment, rien. On est en pleine nuit, au milieu de nulle part, et puis je pense que le coup de feu l'a fait fuir pour de bon. Recouche-toi, je garde l'arme près de moi, et s'il y a quoi que ce soit, je n'hésiterai pas à m'en servir. » Il s'est écoulé plusieurs dizaines de minutes avant que je l'entende ronfler doucement. Quant à moi, je suis resté éveillé tard, les oreilles aux aguets. Je ne sais pas quand, mais j'ai fini par m'endormir, puisque je me suis réveillé le lendemain matin aux côtés de Cathy et qu'il était déjà 10 heures. Je me suis habillé et je suis sorti de la tente. Je voyais les glacières plus loin, intouchées. Après une inspection visuelle du sol autour de la tente, aucune trace de pas n'était visible. Je crois que le sol était trop rocailleux pour que des traces de pas puissent s'y imprimer. Une pierre ronde de la grosseur d'un cantalou gisait au sol. C'était bien une pierre qu'on avait lancée sur notre tente la veille. J'ai inspecté un peu plus loin, mais il n'y avait rien. Cathy me rejoint rapidement. Elle semblait aussi fatiguée que moi. « Et puis ?» fit-elle. « Rien. Nos affaires n'ont pas été touchées non plus. » fis-je en désignant du doigt les glacières et notre équipement empilé sous une bâche bleue. « Tu penses qu'on peut rester ici cette nuit ?» demanda-t-elle, hésitante. « Je ne sais pas. » On s'est fait à déjeuner. La journée était plus fraîche, le vent s'était levé. Les nuages devenaient de plus en plus menaçants, ça sentait la pluie. Après avoir mangé, on a décidé d'appeler avec le téléphone satellite qu'Hunter nous avait laissé. J'ai mis le téléphone en mode haut-parleur. Une femme répondit en anglais. On lui demanda si c'était possible de venir nous chercher. Elle nous mit en attente quelques instants avant de reprendre. « Aujourd'hui, ça ne sera pas possible, ni même demain. On annonce de fond vent et la baie sera impraticable en canot. Est-ce que vous êtes en sécurité? Tout va bien? » Médusé, je croisai le regard de Cathy. Elle mima des lèvres. « Qu'est-ce qu'on fait? » Je haussai les épaules. Sans laisser paraître ma frustration, je remerciai la dame et lui demandai d'envoyer quelqu'un dès que possible. Nous allions rappeler le lendemain pour voir si la situation avait évolué. Je raccrochai, fixant le téléphone, impuissant. Les yeux dans le vague, je me suis assis sur ma chaise pliante, maudissant les gros nuages qui venaient au loin et le vent. Aucune solution ne me venait à l'esprit. Nous étions coincés là. Cathy, rassurante, me dit « Il ne reviendra pas, tu lui as bien montré qu'il ne fallait pas qu'il s'approche. »« C'est quand même pas croyable. »« Il était peut-être juste curieux, » fit-elle. « Tu penses vraiment que c'était un Bigfoot? »« J'en sais rien, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre, » répondis-je avant de me plonger à nouveau dans mes pensées. « Il pourrait envoyer des VTT.
Il y a une aire protégée interdite au VTT entre ici et là-bas. Je suppose qu'il le ferait si c'était un cas de force majeure. Je ne sais pas. Il était 13 heures quand une pluie fine commença à tomber sur le campement. Il ventait beaucoup et on a tout attaché pour que rien ne s'envole. La dame n'avait pas menti. On s'est réfugié dans la tente. Cathy a sorti un jeu de cartes. Le vent s'est encore amplifié vers l'heure du souper, mais la pluie a cessé et nous avons eu juste assez de temps pour pouvoir cuire notre repas avant de tout ranger soigneusement et retourner dans la tente. Il faisait froid autour de 5 degrés Celsius. La noirceur enveloppa tout doucement la tente, peu à peu, puis complètement. La pluie se changea en neige. Le vent remuait les parois de toile, créant un bruit constant qui rendait inutile toute tentative d'entendre d'autres bruits à l'extérieur. Si quelque chose approchait la tente, on était complètement sourd et aveugle et on risquait d'être surpris à la dernière minute. Je n'aimais pas du tout ça. Blottis l'un contre l'autre, le cœur battant, on a fini par s'endormir d'un sommeil léger et peuplé de cauchemars. Vers 3 heures du matin, le vent agitait toujours violemment les parois de la tente. J'ai senti quelque chose. Est-ce que la terre avait tremblé? Je restai en silence à écouter le moindre son au-delà des parois de la tente qui flacotaient dans le vent. Puis je l'entendis. Comme un ululement étrange, qui s'est vite transformé en hurlement. Cathy s'est réveillée. J'entendais sa respiration haletante. J'ai tendu la main pour attraper mon arme. Elle n'était pas là. J'ai allumé une lampe de poche pour voir où elle était, quand, avec horreur, j'ai constaté que la porte de la tente était entr'ouverte. Je n'avais même pas encore constaté l'odeur pestilentielle qui régnait. La chose qui nous avait attaqués la veille était forcément là. Et j'étais désarmé. J'ai aussitôt éteint la lumière et murmuré à Cathy. « Est-ce que tu as vu la carabine? »« Non, elle était juste là, à côté de toi, près de la porte. » répondit-elle, paniquée. « C'est entré dans la tente? » ajouta-t-elle. « Je pense que oui. » À peine ma phrase terminée, un frottement se produisit sur la paroi de la tente juste à côté de la tête de Cathy. Elle sortit aussitôt du sac de couchage et j'en fis autant. Je lui fis signe d'enfiler son manteau et ses souliers. Elle protesta. « Allez !» Elle s'exécuta en vitesse. J'en fis autant. Juste comme je finissais de lasser mon deuxième soulier, la tente se mit à se faire secouer violemment dans une cacophonie de hurlements et de bruits de toile. Cathy hurla de terreur. Sans réfléchir, j'empoignai mon couteau et je déchirai la toile à l'opposé de l'endroit où j'estimais que se tenait la créature. « Fonce !» On est sorti par l'ouverture en courant aussi vite qu'on le pouvait dans la nuit, sans se retourner. Des larmes de terreur me coulaient sur les joues tandis que la neige fouettait mon visage. La toundra n'offrait que peu de cachettes, mais une petite touffe de sapin un peu plus haut se dressait à une 50aine de mètres de la tente au nord-ouest. C'était notre seule chance. On a vite atteint la cachette sous le couvert des arbres, toujours paniqué. On ne voyait rien du tout, mais on entendait la créature hurler et de l'équipement qui se faisait secouer et lancer. J'empoignai la main de Cathy qui pleurait, s'efforçant autant que possible de ne pas faire de bruit. Il s'est écoulé plusieurs interminables minutes. Puis des sons de pas se sont approchés de notre cachette. Une seconde créature était là. Plaquant ma main sur la bouche de Cathy, je pointai mon doigt vers la gauche. Une immense silhouette se découpait sur l'horizon. Reniflant l'air, il marchait vers l'autre, qui retournait toujours le camp sans dessus-dessous. Je fermai les yeux. Je ne pouvais penser à autre chose qu'à nos enfants. Je suis certain que c'est ce qui occupait l'esprit de Cathy aussi. Les deux créatures échangèrent quelques sons, comme un dialogue composé de roucoulements et dont nous ne comprenions rien. Savait-il que nous étions là? Probablement. Si oui, pourquoi nous épargnait-il? Pourquoi ne pas nous avoir blessés ou tués pendant qu'il le pouvait? Vers 5 heures, le vent avait tombé et le ciel s'était teinté d'une faible lumière bleutée. Il faisait juste assez clair pour qu'on puisse les observer et distinguer quelques attributs. L'un mesurait plus de 8 pieds, l'autre était un peu plus petit. Tous les deux avaient une fourrure noire et brune, sale, et des muscles puissants. Leur visage était mi-homme, mi-singe. Ils se déplaçaient sur 2 pattes. Je ne saurais dire si l'un d'eux était une femelle. Ils avaient trouvé les glacières et les avaient ouvertes sans peine. Avec excitation, ils avaient vidé le contenu et en avaient dévoré une bonne partie. Juste avant que le soleil se lève, l'un d'eux s'était approché de notre cachette. Reniflant l'air et affichant un air menaçant, il avait poussé un hurlement terrifiant. Tous les deux, on a fermé les yeux à ce moment-là, certains qu'il allait venir nous chercher. Mais ils s'en sont allés, emportant avec eux la nourriture. Dès qu'ils furent hors de portée et de vue, on s'est empressé de retourner vers la tente.
Le site était complètement démoli, la tente déchirée, nos affaires éparpillées sur plusieurs mètres. Certains objets avaient été lancés à bout de bras vers la plage. La carabine gisait sur le sol, le canon avait été courbé. Ces choses possédaient une force incroyable pour pouvoir crocher à main nue le canon d'un Remington 700. Quoi qu'il en soit, il était inutilisable. Mon sac à dos avait été lancé vers la mer et une partie de son contenu était vidée. Pris de panique, je courus vers lui. Le téléphone satellite se trouvait à l'intérieur. Merde, merde, merde! Je courais en espérant qu'il ne l'avait pas démoli. Heureusement, le gros téléphone s'y trouvait toujours dans un étui de plastique rigide. Je l'empoignai aussitôt et composai le numéro inscrit sur le petit papier qu'Hunter nous avait laissé. Une voix de femme endormie répondit en anglais. Paniqué, je lui dis que c'était une urgence, qu'il fallait venir nous chercher tout de suite, qu'on avait été attaqué par quelque chose. Nous n'avions plus de tente, presque plus de nourriture, c'était un cas de force majeure. La dame ne remit pas en question mon histoire, et elle me confirma qu'une équipe était en route. Vers 10 heures, nous avions rassemblé l'essentiel des affaires éparpillées sur le site. Les grosses traces de pas qu'on voyait dans la neige avaient maintenant disparu. On était assis sur nos chaises pliantes à attendre qu'on vienne nous secourir. L'appareil photo de Cathy, un vieil appareil à pellicule, était écrabouillé sur le sol. Mon téléphone cellulaire aussi était complètement détruit. Il l'avait fracassé sur un rocher. Les secours sont arrivés vers 11 heures. On les a entendus arriver de loin avec grand soulagement. 3 VTT sont venus nous chercher, dont l'un était muni d'une petite remorque dans laquelle on a mis nos affaires, ou du moins ce qu'il en restait. Nous n'avons pas eu besoin d'expliquer quoi que ce soit aux secouristes. L'état des lieux témoignait de la violence de la nuit. Nous sommes chacun embarqués sur un véhicule différent derrière le chauffeur. Après quelques heures, une fois au bureau du parc, on a appelé le frère de Cathy, Mathieu, pour qu'il vienne nous chercher au plus vite avec son avion. Il s'est libéré et il est parti dans l'heure qui a suivi. Pendant qu'on attendait, quelqu'un est venu nous rencontrer pour discuter des événements de la nuit et prendre une déposition officielle en français. On était dans un petit bureau. La scène rappelait un interrogatoire de police. L'homme nous avait écoutés sans sourciller en notant les moindres détails. Son uniforme ne portait aucune inscription gouvernementale ou de corps policier ou d'armée. Puis, déposant son crayon, il avait levé les yeux vers nous en nous dévisageant tour à tour. Il avait dit « Cette histoire doit rester confidentielle. Vous comprenez les impacts que ça aurait pour le parc si l'affaire s'ébruitait. On prend le relais à partir d'ici et on va faire en sorte que ça ne se reproduise plus. » On s'était regardé, moi et Cathy, puis on a hoché la tête en silence. Ils avaient remboursé la totalité des frais encourus pour le voyage et on a signé les documents qui nous interdisaient de parler de l'affaire à qui que ce soit sous peine de poursuite. Le lendemain, on était de retour à la maison, sains et saufs, et on a pu retrouver nos enfants. À ce jour, je me demande toujours pourquoi les créatures ne nous ont pas blessés, voire tués. Je ne sais pas s'il y aura des conséquences suite à mon récit, mais tant pis. Je veux que les gens sachent que ces choses-là existent. Certaines histoires que j'ai entendues depuis se déroulent plus près de chez nous, au Québec. Et après avoir vécu tout ça, je peux vous dire que je les crois. Je ne vais plus dans les endroits aussi reculés, particulièrement quand les enfants viennent avec nous. Ils sont grands aujourd'hui, mais je souhaite qu'ils ne vivent jamais ce genre de mésaventures. On ne leur a jamais raconté ce qu'on avait vécu. Peut-être le fera-t-on un jour, autour d'un feu de camp. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez bientôt pour de nouvelles histoires.